Merci beaucoup pour ces présentations. Moi, par rapport au Covid, donc j'ai mené une ethnographie du travail soignant, des soignants à l'hôpital européen de Marseille pendant la première vague, dont on peut dire service Covid, à partir de mars 2020 jusqu'en juin à peu près. Et actuellement, je travaille dans le cadre de la chaire Éducation Santé, engagement de personnes concernées par le cancer, sur un projet Covid-Cancer, les leçons apprises pour favoriser une approche participative en oncologie. Donc, j'essaie de me focaliser beaucoup sur les acquis et les aspects positifs, même si c'est un peu difficile, surtout quand on fait des entretiens, d'aborder voilà, les aspects positifs. Mais je pense qu'aujourd'hui, les présentations ont quand même mis en évidence les potentialités des actions menées pendant la crise Covid. Donc, la crise comme révélateur des inégalités plurielles, comme on vient de dire, mais aussi de créativité, comme quelqu'un l'a dit, d'une certaine potentialité. Et moi, je me semble, j'essaie de rebondir aussi sur ce que Clément disait sur le travail des soignants et cette souffrance des soignants, mais aussi cette valorisation. Moi, ce que j'ai pu voir en service Covid, c'était le fait qu'il y avait un moment, surtout au tout début de la crise, un travail beaucoup moins hiérarchique, enfin plus horizontal, des relations plus horizontales entre, par exemple, les médecins et les infirmières. Ça a permis vraiment, pour certains, de se sentir valorisés, de mieux travailler en équipe. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui a été montré, c'est l'importance voilà, du travail et transdisciplinaire, le travail en équipe, le travail collaboratif, valoriser les professions, mais aussi voilà, les associations et tous les acteurs qui participent. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialités aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce soit un point de départ. Eh bien, personnellement, j'ai été très intéressée par les trois présentations, mais particulièrement par la vôtre, M. Tarantini, parce que je fais partie du monde du soin. Alors, m'occupant de personnes polyhandicapées, juste 2 mots pour à peu près définir ce qu'elles sont. Ça fait partie des situations de handicap les plus lourdes qui soient, puisque ce sont des personnes qui sont en général tétraplégiques, qui ont une déficience cognitive sévère à profond, donc elles n'accèdent pas à la pensée symbolique, elles n'accèdent pas au langage oral ni infraverbal, du moins dans une grande mesure, et elles sont toute leur vie dépendantes à autrui pour tous les actes de vie quotidienne. Les enfants vivent un certain temps chez les parents, les adultes vivent dans des institutions, dans des hôpitaux dédiés, et à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, dont je fais aussi partie, parce que je suis dans un de ces hôpitaux dédiés. Il y a 3 sites dédiés qui sont des SSR spécialisés qui accueillent ces personnes, enfants et adultes, qui sont l'un à Hendaye, l'autre à La Roche-Guillon, et un à San Salvador dans le Var où je travaille. Donc, on avait monté pendant la première vague du Covid un observatoire de la pathologie Covid et polyhandicap, parce que on a l'habitude d'avoir un accès aux soins techniques de haut niveau très difficile chez ces personnes, puisqu'effectivement, il est difficile de leur faire prendre une place dans un milieu technique très onéreux comme est la réanimation, alors que ce sont des personnes qui n'occuperont jamais une place sociale. Donc, quand on a vu arriver cette pathologie, ce Covid, et quand on sait que la première cause de décès chez les personnes polyhandicapées, c'est une décompensation respiratoire, eh bien, on s'est dit, on va monter un observatoire de la pathologie, on va essayer quand même de vite voir ce que représente en termes cliniques le Covid chez ces personnes et d'essayer de voir comment on peut fluidifier le parcours de soins. Donc, on a pu ainsi observer au travers de cet observatoire que finalement, les personnes polyhandicapées ont fait plus des formes proches du Covid qui s'apparentaient aux formes gériatriques, avec des aspects neurologiques, un type d'obnubilation, des aspects digestifs et relativement peu de formes respiratoires. On a inclus dans cet observatoire une centaine de personnes polyhandicapées France entière. Et alors, bien sûr, c'est quelque chose qui méthodologiquement a ses faiblesses, puisque c'est déclaratif. Mais en analysant comme ça tous ces questionnaires qui donnaient caractéristiques des patients et leur parcours de soins,
Et il y a eu 20% de recours à l'hospitalisation, donc on imagine qu'il y avait 20% de formes graves, et il y a eu 5% de recours à la réanimation, dont très peu ont pu rentrer en réanimation. Alors, la seule expérience dont je peux parler complètement, c'est la nôtre à San Salvador. On a eu 2 patients qui ont eu besoin de réanimation, c'est-à-dire qui ont fait vraiment des compensations respiratoires sévères. Un premier qu'on a transféré pour être placé en réanimation, qui finalement est mort aux urgences, et un second, au bout de 2 jours, et un second, finalement, s'est tombé pendant une demi-garde, et on a l'habitude de faire de la ventilation mécanique pour d'autres populations de patients qui ont besoin de la ventilation mécanique, qui est une ventilation mécanique différente de celle qu'on fait en réa, bien sûr, pas forcément adaptée aux draps, mais il se trouve que il y a eu de la chance pour ce second patient. On a décidé avec l'équipe de ne pas l'envoyer aux urgences au risque qu'il y reste, que finalement sa famille, puisque vous parliez effectivement de cette problématique du patient objet de soins. Or là, sur des personnes très dépendantes, on a cette problématique-là dans le polyhandicap en permanence, mais aussi du patient coupé de sa famille. Alors là, toutes les visites avaient été bien entendu suspendues. Donc on s'était dit plutôt qu'il reste mourir avec nous, qui sommes sa famille quelque part, puisque ce sont des patients qu'on accueille en très longue durée, pas que pour quelques jours, mais avec des DMS qui sont très très longues. Donc gardons-le et on tente la ventilation mécanique. Ça a passé, après toute une nuit, ça a passé, et il se trouve que plus tard, quand on a finalement mieux su comment les ventiler, il est apparu que ces patients se portaient mieux quand on mettait un niveau de PEP assez élevé. Or, c'est ce dont nous, on a l'habitude dans les ventilations des tétraplégiques, des locked-in syndrome. Donc voilà, donc, en fait, on a toujours ce problème d'accès aux soins qui s'est poursuivi pendant le Covid, mais que l'on retrouve à chaque fois qu'on a besoin d'un soin technique de grand niveau, parce que les réanimateurs ont un arbitrage à faire entre accueillir une personne jeune qui vont réanimer, qui vont remettre dans le circuit, et accueillir une personne polyhandicapée dont il n'est pas toujours évident de comprendre que son état très dégradé, c'est son état chronique, que sa vie habituelle, elle est comme la nôtre, c'est 90% de routine et 10% d'événementiel. Cet événementiel étant malheureusement partir pour avoir un geste technique, se voir poser une gastrostomie ou une intervention chirurgicale. Donc c'est pas comme pour nous des vacances ou quelque chose de plus fun. Mais en gros, ce sont des personnes qui sont ancrées, axées sur une routine. Donc on essaie toujours de leur faire passer ce message, c'est que leur vie, elle est ancrée dans une routine, et on s'auto-censure énormément. C'est-à-dire, quand je dis il y a 18-20% de recours à l'hospice et 5% de recours à la réanimation, tous ces recours sont pesés parce qu'on censure énormément de choses. C'est-à-dire, beaucoup de patients ne seront pas présentés à une demande de haute technicité parce qu'on se dit là, ils ne vont pas arriver, s'ils le trachéotomisent, à l'extuber par exemple, ou à sevrer du respirateur en d'autres termes. Donc voilà. Et sinon, un dernier mot pour votre intervention, Monsieur Barré, au sujet des addictions. Alors là, je dois dire que pendant la première vague du Covid, les soignants, en tout cas dans l'hôpital où j'étais, ils ont été aux petits oignons. On n'a jamais vu tant de gâteaux, tant de douceur, tant de présents. Et on a développé une addiction aux sucreries. C'était très sympa et ça a été en tout cas très galvanisant. Enfin, tout le monde l'a ressenti très positivement. Voilà ce que je pouvais en dire. Alors, moi, donc, vos interventions font écho, alors surtout celle de Clément, en fait, les 2 autres aussi, à une enquête là, donc, qu'on a commencé au tout début du confinement et qu'on a poursuivi jusqu'au mois de mai, en fait, qui était une pré-enquête qu'on faisait dans le cadre pour préparer en quelque sorte une réponse à l'ANR Flash. Donc c'était une étude qui devait s'appeler MG Cora, donc qui devait étudier la place de la médecine générale dans la crise sanitaire, dans la gestion de la crise sanitaire. C'est qui devait être dirigé par Gabriel Girard. Et même si on a été très bien classé, très bien évalué, en fait, l'étude n'a pas été retenue comme devant être financée prioritairement. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé. Alors moi, j'ai fait pas mal de terrain pendant cette période-là, avec une des partenaires du projet qui est aussi Géraldine Leblois, qui est une sociologue de la médecine générale. Et donc toutes les deux, elle en Ile-de-France et moi dans la région PACA, on a fait un peu de terrain auprès des médecins généralistes de notre réseau.
qu'on avait toutes les deux un passé en fait de recherche sociologique et anthropologique en médecine générale. Et donc après, on s'est dit quand même, c'est dommage, c'était pas une vraie enquête, mais finalement, on a recueilli pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on a analysé un petit peu tout ça, et ça a fait l'objet d'un article là, qui est paru récemment dans Tribune Médicale. Et je retrouve un certain nombre de choses que j'ai pu entendre dans vos interventions, notamment la question de l'adaptabilité, de la créativité pour faire face à des situations diverses. Et donc, comme ça a été dit, qui a conduit à ce que nous, on a appelé l'innovation ordinaire, c'est-à-dire des innovations qui partent du bas et pas qui sont imposées en quelque sorte par une autorité quelconque, que ce soit une autorité sanitaire ou l'autre. J'ai retrouvé aussi la question des dilemmes éthiques. Alors ça, oui, aussi d'autres types de dilemmes éthiques, mais effectivement, les médecins généralistes se sont retrouvés face à de nouveaux dilemmes dans la demande. Ils ont été submergés de demandes de certificats de tout ordre, d'arrêt de travail aussi, mais de certificats pour le port du masque, contre le port du masque, pour pouvoir faire 100 km en plus, 100 km en moins, enfin, un tas de choses par rapport à toutes les restrictions de nos libertés qu'on avait à ce moment-là. Et donc, ils ont, par rapport à la demande aussi de prescription des hydroxychloroquine, etc. Donc, des choses qu'ils ne pouvaient pas traiter simplement à la légère parce que dessous, ils percevaient une réelle détresse de la part des patients. Et donc, ça les a confrontés à des dilemmes entre eux, finalement, devoir protéger la personne, c'est-à-dire leurs patients, avec qui ils ont cette relation privilégiée, ou devoir protéger la société, c'est-à-dire d'avoir une action de santé publique, finalement, pour laquelle ils sont... Enfin, on leur reproche de pas suffisamment remplir au quotidien. Donc, il y a aussi le fait que dans cette crise se sont rejoués un certain nombre d'enjeux qui étaient préexistants, en fait, à la crise, donc pour ce qui est des enjeux d'identité professionnelle, des enjeux de reconnaissance finalement de ces compétences, et c'est des choses qu'on retrouve un petit peu dans votre étude sur les représentations, enfin, sur les cellules de crise, de compétition de territoire aussi. Pardon. Et un rapport aussi à l'autorité publique. Donc là, ça fait écho un peu à ce que vous disiez de la question de comment a été pilotée la crise, parce qu'ils sont retrouvés aussi souvent en conflit. Donc là, leurs crises, habituellement, elles sont gérées par le ministère de la Santé. Donc là, c'était le cas, mais finalement pas par les acteurs avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler. Donc avec des ordres qui arrivaient directement de la DGS ou de l'ARS, des trucs qui se contredisaient avec des informations qui arrivaient le matin qui étaient contredites par celles qui arrivaient le soir, des choses comme ça. Et donc une certaine panique dans cette gestion par les autorités de la crise, dans laquelle il fallait bien qu'ils bricolent finalement avec leurs propres moyens. Et puis la question aussi des repères relationnels aussi complètement ébranlés. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on a retrouvé d'autres façons aussi, mais parce qu'il y avait une interdiction de serrer les mains des gens. Il y avait les masques qui donc ne permettaient plus d'avoir une certaine partie du langage non verbal du visage dans les rapports avec les relations. Il y avait la question de la téléconsultation. Donc tout ça, le fait de ne plus pouvoir toucher les gens. Et donc ça a perturbé effectivement un certain nombre de... Mais ils ont fait face avec, comme je disais au début, beaucoup d'inventivité, beaucoup d'adaptabilité, de créativité. Donc voilà. Alors moi j'avais 2 questions. J'ai le droit de poser des questions aux intervenants ou pas? Oui. Après, on laissera. Il nous reste 12 minutes. S'il y a des questions, après, vous levez la main. Oui. Alors, une question pour Maude, si j'arrive à me relier. Est-ce que le fait d'avoir été piloté, non pas par le ministère de l'Intérieur, mais par le ministère de la Santé, est-ce que ça a entraîné des retards à l'action? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ils n'ont pas voulu... pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne voulaient pas, soit... Et alors, juste je pose la question à Tanguy avant que vous répondiez. C'est par rapport à...
la question de, oui, en fait, vous aviez mesuré, quand tu dis que vous avez mesuré avant, après, pendant le confinement, c'est-à-dire que vous interrogiez les gens sur leur consommation avant le confinement. Vous aviez fait passer des questionnaires avant et que vous avez répété après ou pendant. Voilà, c'est juste. Est-ce qu'avant de répondre, il y a d'autres questions, comme ça on prend et il y a des questions dans la salle. Moi j'en ai, mais je vous laisse répondre, et puis s'il reste du temps, Francesca. Moi j'avais juste une question par rapport à une représentation sociale. Justement, en fait, j'ai peut-être pas bien saisi. C'était de représentation de la crise ou du virus ou de la réponse en fait que vous avez interrogée. Voilà. Alors, je vais répondre déjà à votre question. Alors, je pense qu'on va parler plutôt de perception au niveau de l'action qu'au niveau factuel, parce que moi, je ne suis pas à même de dire si factuellement, en effet, il y a eu des retards au niveau de la gestion de crise liés à ce pilotage. En revanche, ce qui ressortait souvent, c'était les remontées d'informations qui passaient, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas par le même chemin. Et en fait, on a l'ARS qui est régionale, le préfet qui est départemental. Donc en fait, on avait comme ça des strates. Alors, il y a un délégué départemental au niveau de l'ARS, mais en fait, du coup, on avait des strates des fois qui venaient se mettre en plus et qui faisaient en effet ce sentiment de perte de temps. Et ce qui me ressortait, alors pour la petite anecdote, c'était sur le nombre de morts quotidiennement, où finalement certains directeurs de cabinet ou préfets m'ont dit que ils avaient l'information limite plus vite par BFM que par l'ARS. Parce que justement le temps que ça remonte sur Paris, que ça redescende et que ça repasse par l'ARS avant de revenir à la préfecture, et en fait, ils avaient l'info plus vite par la télé que par le représentant de l'ARS ou du délégué départemental, parce qu'il faut savoir que chaque département a sa propre façon de fonctionner au niveau du centre opérationnel départemental. Donc il y en a qui sont très bien équipés, souvent dans la zone sud, parce qu'on a énormément de risques, donc on a des vrais COD, des vraies salles de crise. En revanche, il y a certains départementaux où ce n'est absolument pas le cas, parce que ils font pas de risque particulier. Donc c'est un peu dans le bureau du préfet ou la salle d'à côté, où voilà, on fait avec les moyens du bord. Ensuite, au niveau des représentations, il y a plusieurs choses qui ont été analysées dans nos travaux. Ça a été les représentations vis-à-vis de la crise, comment chacun en fait définit et perçoit la crise, déjà de manière générale, mais aussi au niveau, là on était dans ce contexte Covid, donc automatiquement c'était en fait ma première approche, c'était passer par le Covid pour parler de la gestion de crise. Automatiquement, ces personnes me parlaient de leur vécu des crises de manière générale. Donc, généralement, on avait des grosses crises. On avait Irma, on allait avoir le Bataclan, on allait avoir le 14 juillet à Nice. C'était souvent, voilà, ceux qui avaient qui étaient vraiment marqués psychologiquement par des grosses crises. Donc, il y a cet aspect-là d'un côté. Et après, les représentations qu'ils se font de chacune des institutions, donc du représentant de chacune des institutions. Donc, par exemple, la police, gendarmerie, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des problèmes des fois de territoire. Et en effet, on retrouve dans les entretiens ces difficultés. Après, il ne ressort pas forcément énormément de mésententes à partir du moment où les personnes se connaissent. Mais il y a quand même quelques petites appréhensions sur le fonctionnement de certaines institutions qui ne leur convient pas, parce que ce n'est pas leur norme, ce n'est pas leur valeur, ce n'est pas leur façon de fonctionner. Donc ça crée des difficultés. Voilà. Pour répondre à la question, alors non, c'était une enquête qui était transversale, donc on avait un seul point de recueil des données, et l'évolution des consommations était auto-estimée rétrospectivement pour une question du type depuis le confinement, votre consommation d'alcool a stagné, a augmenté, a diminué ou a arrêté. Et alors du coup, je continue, excuse-moi, mais moi je profite de la position. Comment vous l'interprétez, cette augmentation? Parce que les soignants, finalement, c'est les seuls qui n'ont pas vécu le confinement. Enfin, je dirais, ils étaient confinés les week-ends ou quand ils ne travaillaient pas, mais ils avaient la chance de pouvoir sortir. J'ai mon mari qui est médecin généraliste, mais le confinement, il sait pas ce que c'est. Et donc, finalement, est-ce que c'est la question du confinement? Est-ce que c'était l'angoisse généralisée? Est-ce que c'est la surcharge de travail qu'ils ont pu avoir à ce moment-là? Comment s'est expliquée cette augmentation de la consommation? Alors, on ne l'a pas documenté précisément dans notre cas, mais a priori, je dirais que c'est un peu de tout ça.
On a vu qu'elle était liée globalement à la détérioration du bien-être. Donc c'est déjà le stress perçu par la crise au travail. Donc avec des charges de travail plus lourdes, des horaires qui peuvent être changés. Il peut y avoir le stress du confinement qui se rajoute pour la famille qui est confinée. Mais c'est des tendances qu'on a retrouvées en population générale aussi. Alors effectivement, on n'a pas forcément les mêmes motivations. On peut avoir le sentiment d'ennui qui va faire qu'on va boire de l'alcool, mais a priori chez les soignants, on était plutôt dans une stratégie de coping, tu évoquais tout à l'heure, quelque chose pour pallier le stress de la journée, notamment la journée de travail. D'accord. Merci. Est-ce que j'aurais juste deux remarques, une question avant de conclure. Donc, en vous écoutant tous les trois et tous les six finalement, il y a cette question de la santé mentale que Cyril a évoquée aussi, liée à cet événement mondial qui a bouleversé toute nos vies. Et donc, je voulais savoir, Clément, par rapport à ton terrain, s'il y avait des dispositifs qui ont été mis en place pour pallier à cette prise de décision, cette détresse, cet accompagnement jusqu'à la fin de vie, cette impossibilité pour les familles d'accéder aux parents avant le décès et même après. Et ensuite, pour Tanguy, si cette pleine conscience, en fait, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place pendant Covid, avec des ateliers. Je sais qu'il y avait des ateliers du sommeil qui ont été mis en place, par exemple, à la PHM, mais est-ce qu'il y a des ateliers à Nice qui ont été mis en place? Comment les soignants adhèrent ou pas, et peut-être différencier un peu les profils des soignants? Est-ce que c'est vraiment la pleine conscience ou le fait d'avoir des liens plus ou moins forts qui peuvent faire tenir et pas s'orienter vers l'alcool ou le tabac? Et ensuite, pour Maud, est-ce que ces centres de prise de décision, vous avez dit communiquer, échanger, travailler ensemble, c'est un peu ce qui est ressorti aussi dans les tables rondes précédentes, c'est-à-dire que finalement cette crise nous a révélé l'importance de la solidarité, du lien, de travailler ensemble, d'échanger, de parler, de prendre connaissance de ce qu'il fait ailleurs, donc d'être finalement plus un réseau. Est-ce qu'il va rester quelque chose, ou est-ce qu'une fois qu'on aura trouvé le bon vaccin qui va durer toute la vie, on va passer, on va zapper, on va reprendre un peu ce que votre ressenti par rapport à la suite du pic du Covid. Merci. Et après, Francesca, si tu veux rajouter quelque chose. Je pense qu'on est dans le temps. Ouais. Sur le dispositif, ce que j'ai pu observer dans le service, c'est qu'ils ont mis en place au printemps 2021, il me semble, donc un peu avant que j'arrête le terrain, il y a une psychologue qui a été recrutée par la PHP, j'imagine, qui a eu son bureau dans le service. Après, j'ai aucune information vraiment si les soignants, c'était pour les soignants, de médecins, infirmières, aides-soignantes, ASH, les cadres. J'ai pas d'infos sur la fréquentation, est-ce qu'il y a beaucoup de soignants qui sont tournés vers ce dispositif-là. Après, à un autre niveau, il y a aussi les cadres et les médecins ont fait un gros travail d'écoute, on va dire, qui sont un peu extraordinaire, entre guillemets, sur les attentes au niveau des congés, par exemple, des choses comme ça, quoi. Donc, il y avait vraiment... on favorisait vraiment les personnes qu'on sentait très très fatiguées, etc. On leur demandait de prendre des congés, des fois presque on leur imposait en quelque sorte. Et donc il y avait vraiment un gros travail qui était fait sur des plannings qui étaient très compliqués à faire parce qu'il y avait beaucoup de gens et en même temps pas assez, et avec énormément de patients. Donc c'était un travail très compliqué pour les cadres, mais qui essayait vraiment d'être à l'écoute des besoins de chacun au niveau fatigue, stress, etc. Voilà sur les dispositifs. Pour la question des interventions de pleine conscience, alors les quelques cas que j'évoquais n'ont pas été menés à Nice, il me semble que c'était en Espagne d'ailleurs. Donc je ne crois pas qu'à Nice il y ait eu des interventions de mise en place.
Après, ce qui était intéressant sur cette étude espagnole, c'est qu'il y avait une forte acceptabilité de la part des soignants, ce qui laisse penser que ce serait quelque chose dans lequel ils pourraient être intéressés. Après, on retrouve d'autres ateliers ça recoupe un peu la gestion des émotions, ce genre de choses. Après, vous évoquez le soutien social qui peut faire tampon justement pour pas tomber pour pas compenser par l'usage des substances. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est très important dans ce genre de situation. On n'avait pas beaucoup d'indicateurs pour le mesurer, on en avait quelques-uns. Il se trouve qu'ils sont pas ressortis des analyses. Donc ils sont sûrement là, mais ça montre quand même que cette capacité à gérer ses émotions et en prendre conscience est quand même un facteur assez important dans ce genre de situation. Et je crois que c'est dit. Alors, fort heureusement, ils n'attendent pas une crise sanitaire exceptionnelle comme on l'a eu pour créer du lien. Ce qui ressort, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand ils ont vécu vraiment une très grosse crise, se crée un lien entre les différents acteurs qui l'ont vécu. Et beaucoup d'entre eux m'ont expliqué qu'en fait, ils gardent les numéros de téléphone et même s'ils ont changé de département, ils gardent ce lien-là. Donc, il y a vraiment un affect qui se fait de ce côté-là. Après, justement, c'est l'intérêt des exercices en amont. C'est déjà d'apprendre à se connaître les uns les autres. Après, je pense que oui, ils ont tiré des bonnes leçons sur le fonctionnement, pour le coup, du ministère de la Santé, de l'ARS, des délégations et tout ça. À force, hein, mais sinon, pour venir aussi sur le point, sur le côté de l'accompagnement psychologique, je pense qu'ils sont aussi en train de se dire que ce serait bien d'accompagner les préfets et les directeurs de cabinet qui ont une énorme surcharge, notamment liée à cette décision qu'ils doivent prendre, qui est très lourde à porter, et tous, en fait, tout ce qu'ils vivent, en fait, face à la mort, face à tous ces risques, tous ces enjeux. Donc, c'est des réflexions que j'ai eues dans mes tout derniers entretiens de préfets, directement. Donc, voilà, on avance un peu aussi de ce côté-là. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir participé pour ces échanges intéressants et je laisse le micro et la parole à la prochaine table ronde. Merci encore.